Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Bertrand Duc pour le fonds CMAM Convertible Euro. Et comme son nom l'indique, ce fonds est investi très essentiellement en obligations convertibles. Mais avant de rentrer dans la gestion de ce fonds, arrêtons-nous en introduction, si vous voulez bien, sur le fonctionnement de cette classe d'actifs très particulière qui se situe entre les actions et les obligations. La compréhension de son mode de fonctionnement va nous permettre de bien positionner ce compartiment et en l'occurrence donc souligner tout l'intérêt pour l'investisseur. Alors, Louis Bertrand, en introduction, quel est l'ADN de ce fonds et comment fonctionne une obligation convertible? Bonjour Jocelyn. La pupille ne marche pas. Alors, l'ADN du fonds. Donc, c'est un fonds effectivement principalement investi en obligations convertibles d'émetteurs de la zone euro. Donc, on va commencer par une petite définition préalable technique, qui est la caractéristique principale d'une obligation convertible, qui est son delta. Le delta d'une obligation convertible, c'est sa propension à suivre le marché action. Par exemple, une obligation convertible qui a un delta de 33% gagnera 0,33% si l'action sous-jacente progresse de 1%, et symétriquement à la baisse. Les deux grands piliers de la gestion sont qu'effectivement une gestion dynamique, sur laquelle effectivement on a une grande liberté sur la sensibilité aux actions du fonds, puisque le delta il est encadré par une marge de plus ou moins 20% par rapport à son indicateur de référence. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on a un delta de 55% versus l'indice qui est de 47%. Et le plus gros pilier de la gestion du fonds, c'est que c'est une stratégie de sélection de bond picking. On va en revenir après en détail dessus. Donc, le principal attrait des obligations convertibles, c'est la convexité. Donc, la convexité, c'est effectivement un nom un petit peu barbare qui veut dire en fait l'asymétrie du comportement d'une obligation convertible entre la hausse et la baisse. Parce que l'intérêt d'une obligation convertible, on l'a vu à travers le passé, c'est qu'effectivement, une obligation convertible prenne à peu près la moitié de la hausse du marché action, mais n'enregistre à peu près que le tiers de la baisse. Donc c'est cette convexité qui est effectivement très intéressante. Donc quand on regarde sur des statistiques de très long terme, donc par exemple si on compare les indices des convertibles européennes sur très long terme, par exemple de 1996 à aujourd'hui, en rythme annuel, on est à 5,73% par an, alors que les actions sont à 6% par an. Donc on a quasiment fait la performance des actions, on n'est pas très loin. En revanche, en termes de volatilité, on a une volatilité qui est beaucoup plus faible, puisqu'on est à 6%, si on regarde la volatilité sur la dernière année, on est à 6% sur les convertibles, contre 28% pour les actions. Donc on retrouve ce ratio sur la volatilité qui est entre effectivement à peu près le tiers de la baisse. Pardon. Et donc, on le voit effectivement dans toutes les dernières grandes crises, que ce soit la crise russe en 98, l'éclatement de la bulle technologique dans les années 2000-2002, la crise des subprimes entre 2007 et 2009, ou même la dernière crise sur le Covid, les obligations convertibles perdent à peu près un tiers du marché action. Et donc, le vrai intérêt d'une obligation des fonds et du marché des obligations convertibles, c'est d'arriver à capter quand même la moitié de la hausse, et donc ne pas passer à côté de la hausse, tout en amortissant beaucoup plus la baisse qu'il y a sur les marchés actions. Donc voilà, en résumé, effectivement, il faut garder en tête que sur le long terme, les obligations convertibles arrivent à capter la moitié de la performance du marché action et subissent effectivement un tiers de la baisse du marché action. Alors pourquoi et comment ça marche? On va essayer de vulgariser un petit peu le principe d'une obligation convertible. En fait, l'obligation convertible va avoir ce qu'on appelle son delta, va augmenter au fur et à mesure que le cours de l'action augmente. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'action augmente, plus le delta de l'obligation convertible va augmenter, et donc plus l'obligation convertible va suivre à la hausse le comportement de l'action sous-jacente. Et inversement, à la baisse,
c'est que plus l'action baisse, plus son delta va diminuer. Et donc effectivement, au début, si on a un delta de 50%, l'obligation convertible va subir la moitié de la baisse du marché action ou de l'action sous-jacente, mais que au bout de quelques jours, si le marché est dans un trend très baissier, le delta va baisser, et donc en fait, plus ça va aller, moins l'obligation convertible va baisser. Et donc elle va avoir un comportement de plus en plus obligataire. Et donc c'est ce qu'on appelle le plancher obligataire d'une obligation convertible, et c'est ça qui va permettre d'amortir la baisse des convertibles par rapport au marché action. Et donc voilà, c'est cet intérêt, et c'est ça qui fait la convexité sur le fonds action, sur le fonds des obligations convertibles, pardon. Voilà, donc l'année 2020 a bien sûr été marquée par la crise du Covid, avec beaucoup de volatilité sur le marché, mais ça a été aussi une année qui a été très très riche en émissions. Par exemple, cette année, par exemple sur ce tableau, vous avez l'historique des encours émis. Vous avez l'historique des encours émis de chaque année, et on voit qu'en 2020, il y a eu 25 milliards d'émissions sur les obligations convertibles, c'est-à-dire plus du double des années 2018-2019, et on est à quasiment plus que 50% par rapport aux dernières années entre 2013 et 2017. Donc, ça montre aussi l'intérêt des émetteurs. Alors effectivement, il y en avait qui avaient besoin de se refinancer. Il y avait certains émetteurs un peu en difficulté, comme dans le secteur de l'aéronautique, mais qui ont pu émettre des convertibles avec des caractéristiques intéressantes. Mais ça montre aussi l'intérêt des émetteurs pour se refinancer et financer leur croissance. En particulier, les plus grosses émissions cette année, ça a été effectivement dans le secteur de la distribution, avec en particulier Delivery Hero, ou aussi dans la techno, par exemple, avec ST Microelectronics ou Soitec. Puis après, dans l'industrie aussi, dans les émetteurs qu'on aime bien, il y avait Schneider, Worldline et également Safran. Voilà, donc l'autre intérêt, effectivement, de cette année très riche en émissions, c'est qu'effectivement, il y a eu des émissions dans tous les secteurs. Et donc, ça a un autre intérêt, c'est qu'effectivement, quand on voit la répartition, le découpage par secteur des émissions de cette année, il y a une bonne répartition dans à peu près tous les secteurs. Ce n'est pas uniquement 2 ou 3 secteurs qui ont eu intérêt à émettre des convertibles, ce sont tous les secteurs. Et donc, ça va aussi nous permettre d'avoir et de renouveler aussi la diversité sur le gisement convertible. Donc, sur les 25 milliards qui ont été mis l'année dernière, on a effectivement, la plus grande part, ça a été effectivement dans la technologie, dans les services publics, dans la chimie et aussi la distribution. Et l'industrie aussi. Voilà. Et donc, si on regarde le gisement global, le gisement global fait effectivement l'encours moyen sur les obligations convertibles européennes. On n'est pas très loin des 100 milliards, ce qui a permis effectivement de renouveler. Et un gisement de 100 milliards, c'est effectivement quelque chose qui est assez riche, qui est un marché effectivement assez grand et assez liquide, pour qu'effectivement on puisse faire les fonds puissent investir sans aucun souci de liquidité sur cette classe d'actifs, avec en plus effectivement une bonne répartition sectorielle. Alors, Louis Bertrand, si tu me le permets, on vient de définir les notions de delta, les notions d'asymétrie, les notions de convexité. On voit bien que c'est un élément technique dans lequel il faut rentrer pour bien maîtriser la gestion des convertibles, mais qui finalement, une fois qu'on a passé la difficulté des mots, est relativement clair. On voit aussi que c'est un marché qui a une grande profondeur, puisque c'est ce qu'on le montre, quasiment 100 milliards d'actifs disponibles sur le marché, très largement répartis sectoriellement. Autrement dit, on peut faire des impasses, on peut choisir, on peut en prendre certains et en rejeter d'autres de façon assez simple. On n'est pas obligé de suivre systématiquement tout le marché. Et donc, dans ce contexte de marché très large, très profond, comment se déroule la gestion de ton fonds maintenant ? Alors, merci Jocelyn. On va étudier le processus de gestion. Et donc, effectivement, la base, on l'a dit en introduction, c'est d'abord une gestion de conviction. On l'a vu effectivement, tu le soulignes très bien, le gisement est très très large et assez grand, et donc ça va nous permettre effectivement d'avoir une grande sélectivité des titres. Donc effectivement, la base, on l'a dit en introduction, c'était la sélection des titres, derrière le terme anglo-saxon du bond picking. Donc
on a un choix de valeurs, et donc effectivement, sur lequel on tolère des écarts importants avec l'indice. Mais ces écarts qui imposent effectivement une grande sélectivité, puisque ça veut dire qu'effectivement, il faut quand même qu'on investisse avec une certaine confiance après pas mal d'études sur l'émetteur, on sait qu'ils sont rémunérateurs dans la durée. Voilà. Ensuite, c'est un fonds assez dynamique, donc on l'a dit, avec une marge de manœuvre assez élevée dans le choix du delta global de l'indice, du fonds, pardon, puisqu'on a une marge de manœuvre de plus ou moins 20% par rapport à l'indice. Et donc aujourd'hui, on n'exploite quand même pas trop mal cette marge de manœuvre, puisqu'on est avec un delta de 55% par rapport à celui de l'indice qui est de 46%. Donc on est à plus 10% de celui de l'indice. Et effectivement, bon, l'allocation est effectivement basée sur à la fois nos analyses macroéconomiques, hein, donc effectivement, ce qui soutient énormément le marché en ce moment, ce sont la BCE et les relances budgétaires, et puis aussi l'arrivée du vaccin qui nous laisse entrevoir la fin du tunnel, et puis aussi microéconomique, où, après, on va le voir juste après, les étapes d'analyse des sociétés derrière. Et ensuite, pour les investisseurs, c'est un fonds d'une taille intéressante, puisque voilà, on est à peu près aux alentours de 167 millions. Ça veut dire qu'effectivement, le fonds permet une grande liquidité aux investisseurs, où on peut rentrer et sortir sans effectivement aucun problème de liquidité derrière. Donc, la première étape pour sélectionner les sous-jacents les plus intéressants, c'est effectivement déjà par une méthode quantitative de scoring. Donc c'est un outil interne dans lequel effectivement on va prendre sur l'univers défini, qui sera effectivement sur toutes les émissions d'actions sous-jacentes. Et donc c'est basé sur des critères d'analyse financière. Donc effectivement, on a quand même un gros poids sur la croissance des bénéfices, les révisions, la dynamique des révisions, les niveaux de return on equity. Et c'est aussi un outil qui nous permet de mettre en lumière des nouvelles idées. Des fois, effectivement, ça nous permet de pouvoir faire des scorings sur une base très très large, de voir effectivement les sociétés, voire même des fois des secteurs, qui remontent un petit peu, un peu plus vite avant qu'on puisse le constater dans l'évolution des cours sur les actions. Et donc de ne pas prendre les mouvements trop tard. Ensuite, on a un modèle de valorisation en interne qui nous permet effectivement de valoriser des entreprises, essentiellement basé sur effectivement une approche sur la valeur de l'entreprise par rapport aux résultats d'exploitation. Hein, donc on étudie la structure et l'évolution des bilans de la société, la dynamique avec la perspective, et donc ça nous oblige aussi à suivre de près les émetteurs et à faire beaucoup de conf calls et à suivre les publications de résultats avec eux. Et donc ça nous permet aussi de modéliser le potentiel d'appréciation sur les prochaines années de l'émetteur. Ça nous permet aussi, quand un titre a déjà beaucoup monté, de pouvoir y aller ou de se dire est-ce qu'on va peut-être prendre notre temps parce que justement les perspectives de valorisation sur le titre sont quand même assez faibles. Ou inversement, quand un titre a été un petit peu victime de flux vendeurs sur une société, de dire en fait là aujourd'hui il y a quand même une bonne prime, un bon potentiel de croissance sur la boîte, c'est le moment où on revient. Et donc effectivement, là-dessus, c'est effectivement basé en équipe sur une revue régulière du modèle avec la révision des hypothèses sous-jacentes pour pouvoir suivre effectivement la bonne exécution de la stratégie. Enfin, effectivement, on a quand même une logique qui est assez de buy and hold. Et donc, ce que l'on veut, c'est effectivement une capacité de conserver les positions, même si ça peut générer effectivement peut-être un petit peu de volatilité à court terme. Ça nous permet effectivement de limiter quand même les frais et là-dessus, le modèle de valorisation est clé puisque ça nous permet effectivement de savoir si, entre nos perspectives et ce que voit le marché, s'il y a un décalage, et ça nous permet effectivement à nous projeter pour mieux arriver à estimer le potentiel d'appréciation du titre. Voilà pour les 3 grandes étapes de la sélection des titres. En termes d'analyse du portefeuille, la répartition géographique, on voit effectivement les 2 gros poids dans le fond sont bien sûr sur la France et l'Allemagne. Hein, c'est là où on a les plus gros secteurs sur l'industrie, la distribution et la technologie, et puis aussi un secteur qui est en fort développement, c'est toute l'industrie de l'énergie verte.
puisqu'on a Neoen qui a émis 2 convertibles, il y a Voltalia aussi qui vient d'en émettre une récente, et puis il y a effectivement bien sûr EDF qui a émis une Green Bond convertible, qui était la plus grosse émission depuis 2003. Voilà, et donc on voit qu'en répartition sectorielle, on a quand même un fonds qui est quand même relativement équilibré sur tous les secteurs. Mais effectivement, on voit que nos secteurs préférés sont effectivement dans l'industrie et la technologie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la philosophie du fonds, c'est d'avoir une forte sélectivité. Et donc, effectivement, on peut avoir une concentration un petit peu élevée sur les premières lignes du portefeuille. On voit une des valeurs qu'on aime beaucoup, c'est Deutsche Post. Il y a aussi Atos, l'échangeable en Worldline. Toute la dynamique sur le secteur des paiements est présente dans les convertibles. On voit aussi l'intérêt sur le marché des convertibles, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs en développement et on voit tout de suite effectivement, et ça aussi c'est l'intérêt de discuter avec des équipes actions, c'est que ça leur montre aussi où sont les potentiels de croissance, puisque on a sur le secteur des paiements, on est assez surpondéré avec en particulier Worldline et Nexi, qui sont 2 gros poids dans le portefeuille. Et on a aussi, mais qui sont splittés sur plusieurs lignes, donc qui n'apparaissent pas dans le top 10, mais en secteurs qui sont assez importants, c'est effectivement tout le secteur de la distribution avec Zalando, Delivery Hero. Voilà. On voit effectivement que toute la partie énergie verte est là, puisque Iberdrola, c'est un des leaders effectivement à se réformer sur ce domaine. Et il y a effectivement aussi derrière, qui sont dans notre top 20, les titres de Neoen. Voilà, donc en global, on voit qu'effectivement, sur les 10 premières positions, on a à peu près 40% du portefeuille. Sur les 20 premières positions, 60%. Parce qu'effectivement, voilà, on a fait le choix de sélectionner quand même pas mal de titres, puisqu'on voit que dans l'univers convertible, il y a un peu plus de 200 convertibles en Europe, et on est à peu près entre 150 et 160 actions sous-jacentes. Voilà. Et donc après, effectivement, une fois qu'on a sélectionné, tout le travail de sélection, c'est de trouver, entre guillemets, les meilleurs sous-jacents actions sur lesquels il y a effectivement un potentiel de développement. Et ensuite, après, l'autre travail, c'est d'arriver à trouver le meilleur support. Et donc, effectivement, parfois, on choisit entre une convertible parmi plusieurs. C'est par exemple le cas de Ragstiftung, qui est une échangeable en Evonik, où là, on est concentré effectivement sur la 2026, parce que c'est l'obligation convertible qui présente le profil le plus mixte, mais c'est un poids qui est très très lourd dans l'univers et dans l'indice, puisque cet émetteur a 3 convertibles identiques. Enfin, pas identiques exactement, parce que techniquement, les 2 autres ont un profil beaucoup plus tôt. Et donc voilà, on a préféré effectivement se concentrer sur la 2026. Voilà, on voit aussi l'apparition du secteur auto un petit peu dans l'univers des convertibles, avec une émission récente sur Pirelli. Voilà. Enfin, sur les performances historiques, on s'aperçoit qu'on arrive à avoir effectivement des performances régulièrement relativement positives. Il n'y a que, par exemple, des années comme 2018, où la fin d'année a été compliquée sur les marchés actions, où on termine en baisse. Mais effectivement, là, on arrive à dégager. Alors certes, effectivement, ce sont des performances qui sont plus faibles que sur les marchés actions, mais avec une volatilité qui reste quand même bien plus faible. Voilà en conclusion de ce qu'on peut dire. Eh bien, merci Louis Bertrand. Il est clair que dans le graphique que tu nous présentes, il y a 2 choses qu'il faut peut-être retenir. Effectivement, c'est que la performance est tout à fait intéressante. Regardez, en 2020, on a fait des performances positives sur ce type de fonds, avec néanmoins des sous-jacents actions, toujours ce mix obligataire-action. Et puis, si l'on compare, c'est le graphique en haut à droite. On voit que dans l'univers des convertibles, on a permis de se projeter quelques convertibles. Le niveau de risque est relativement identique, parce que l'univers, on voit bien 221 titres, le stock picking ou bond picking est efficace, mais on voit bien que notre niveau de performance est bien très nettement supérieur à ce que l'on peut observer. Autrement dit, le mix rendement, volatilité est très favorable à ce fonds, et ça, je pense qu'il faut le mettre à l'actif de la gestion de Louis Bertrand, qui est donc une gestion sur 2 piliers, qui sont bien la gestion dynamique du delta,
Et puis, le bond picking, qui sont essentiellement la base de la gestion de ce fonds. C'est bien ça, Tout Bertrand? à fait. On est la, la, la première effectivement source de performance et de surperformance du fonds, c'est effectivement sur la qualité de sélection des sous-jacents. Tout à fait. Alors, j'ai une première question, mais en fait, qui est mixte, parce qu'elle correspond bien à ce que l'on pouvait voir. Sur 2020, on voit que c'est une année riche en émissions, puisqu'il y a quasiment 25 milliards d'émissions, c'est ce que tu nous as précisé tout à l'heure. Et la question, on voit une large répartition sectorielle, bien sûr, mais on voit peu de bancaires. Est-ce que c'est une raison technique ou simplement les circonstances, cette année-là, il y en avait moins parce qu'il y en avait eu plus les années précédentes, par exemple? Non, c'est une raison effectivement, on va dire technique, c'est que les banques n'émettent pas de convertibles. Voilà. C'est plutôt les corporates qui cherchent à se refinancer. Le premier intérêt pour un émetteur quand il se place sur une obligation convertible, c'est de pouvoir financer une augmentation de capital très facilement. Si jamais l'émetteur veut faire une augmentation de capital, ça lui prend plusieurs mois pour avoir les autorisations des autorités de marché. Puis après, il y a aussi un gros travail derrière pour la placer, pour la valoriser. Et en fonction des conditions de marché, l'émetteur n'est jamais sûr de pouvoir bien la placer. L'intérêt, en fait, pour l'émetteur d'une obligation convertible, c'est de pouvoir la placer quasiment dans la journée, de placer son obligation convertible. On le voit effectivement avec l'appétit des investisseurs en ce moment sur le marché, une obligation convertible est placée immédiatement. Alors, on voit, la question était double. Là, on a dit le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de se dire, est-ce que c'est un marché, on voit 25 milliards d'actifs qui sont émis, ça semble être un marché porteur. Autrement dit, est-ce qu'on est bien sur un marché qui se développe très rapidement? Autrement dit, les obligations convertibles sont massivement utilisées par les entreprises comme nouveau moyen de financement. Et donc, ça donne un gisement de plus en plus important. Alors effectivement, il y a eu dans le passé quelques émetteurs qui ont profité des obligations convertibles pour émettre entre guillemets de la dette pas chère. Un exemple récent, par exemple, c'était LVMH. Mais le vrai attrait des marchés des convertibles, et effectivement, on le voit surtout dans les années un peu difficiles ou en crise, c'est qu'on voit vraiment les émetteurs arriver sur le marché pour financer un besoin de croissance. Quand on regarde effectivement les émissions, je pense par exemple à deux émetteurs. Le premier, c'est dans le secteur de la distribution, c'est Delivery Hero. Delivery Hero, effectivement, c'est une valeur confinement qui a beaucoup progressé grâce au confinement. Et si elle a placé des obligations convertibles, c'était pas juste pour émettre de la dette avec un niveau de taux plus faible que si elle avait fait en obligation. C'est pour vraiment financer sa croissance avec effectivement une potentielle augmentation de capital derrière. Et on a aussi un peu la même chose sur un émetteur que je pense beaucoup de nos auditeurs vont connaître, c'est ST Microelectronics. On peut voir le parallèle effectivement entre les émissions qui ont lieu cet été sur STM. Et au début, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est un potentiel, effectivement, comme c'est un gros émetteur connu, est-ce qu'il profite effectivement des convertibles pour faire de la dette pas chère? Et après, effectivement, quand on suit l'émetteur, on voit qu'au moment des publications du troisième trimestre, ils ont dit que ça repartait très fort, en particulier parce qu'effectivement, ils fournissent des puces électroniques pour le secteur automobile. Et donc, en fait, ils surfent sur la vague de la... pas forcément que de l'électrification de la voiture, mais aussi de la voiture autonome. C'est un peu comme dans les téléphones. Chaque année, le centimètre carré, les millimètres carrés de puces dans les voitures augmentent fortement. Et donc, ils surfent sur cette commande. Et récemment, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un problème où aucun semi-conducteur, aucun fondeur n'est capable de fournir la demande. Et donc, on voit vraiment le parallèle entre les besoins d'émissions en obligations convertibles avec la réalité économique des entreprises qui, on voit que l'émission, quand on regarde un peu rétrospectivement, on voit qu'effectivement, l'émission de l'obligation convertible était là pour vraiment financer un vrai besoin de croissance.
Et c'est en ça qu'effectivement, on voit cette année riche en 2020, c'est un côté effectivement assez porteur parce que ça veut dire que si les entreprises ont besoin d'investir, c'est pour financer leur croissance future. Alors j'ai une question qui va rebondir parfaitement sur ton intervention, qui est quel est le taux de défaut sur les convertibles, puisque parce qu'on parle convertible, on parle obligation, et qui dit obligation dit risque, et en l'occurrence risque de défaut. Alors, le risque de défaut, le problème, c'est que, entre guillemets, il y a toujours un décalage où on mesure la mesure sur le passé. Et donc, effectivement, il est très très faible puisque il y a une ou deux obligations convertibles qui font défaut par an sur ces dernières années, qui effectivement, c'est un peu comme sur le high yield, où c'est favorisé par cet environnement de taux très très bas, le soutien des banques centrales. Et donc, effectivement, dessus, c'est effectivement peu risqué. Et après, effectivement, tout notre travail d'analyse des sous-jacents et des obligations convertibles avec les équipes crédit, c'est de limiter ce risque au maximum. Pour poursuivre, on a vu des performances qui sont récurrentes. D'ailleurs, on les voit à l'écran, et même de très belles performances sur l'année 2020 au regard de l'ensemble du marché. Alors la question, comment peut-on analyser les perspectives 2021 ? Parce que si j'investis pour les perspectives 2021, pour les rendements 2021, partie taux, partie action, comment va-t-on construire la performance ? Aujourd'hui, avec les taux effectivement très très bas et le poids des banques centrales sur le marché des taux, il faut être effectivement conscient que l'essentiel, le principal moteur de performance des obligations convertibles, c'est le marché action. Et donc il faut voir les obligations convertibles effectivement comme une manière soit d'aller sur les actions en diminuant la vol, soit effectivement pour des gens qui ne veulent pas forcément prendre trop de risques sur les actions, parce qu'effectivement certains commencent effectivement à se poser des questions sur le niveau de valorisation de certaines boîtes, en disant tiens, est-ce que justement le marché action il n'est pas trop élevé ? Et là-dessus, les convertibles offrent une réponse en disant si le marché action continue à monter, on va quand même bien en profiter, et que s'il baisse, en fait, on souffrira quand même beaucoup moins que sur le marché action. Mais après, effectivement, en termes de perspective, on est en termes au niveau des analyses macro, on s'attend peut-être effectivement à 2021 un peu de volatilité en fonction effectivement des stop and go sur les probables confinements, mais il y a quand même derrière une lame de fond, j'allais dire, un soutien entre les relances budgétaires des États, parce qu'effectivement tout ce qu'on avait fait sur par exemple en Europe, tous les budgets votés des relances, ne sont toujours pas arrivés, effectivement, ne sont pas encore versés. Donc ça va arriver. Il y a le soutien des banques centrales qui est effectivement aujourd'hui très très fort. Et donc ça, plus effectivement la fin du tunnel sur l'épidémie avec l'arrivée des vaccins, va permettre effectivement normalement à avoir une année qui sera normalement plutôt assez bonne en termes de croissance, mais peut-être volatile. Mais peut-être. Alors, naturellement, je ne demande pas de chiffres. On sera. Je répondrai un peu comme Jean-Claude Trichet. We are never pre-commit. On ne peut pas deviner l'avenir. Merci. Alors, on vient de voir ensemble, on a vu, si je résume un petit peu cette intervention aujourd'hui, quelques éléments techniques, mais une fois qu'on a passé un petit peu la définition des mots, ça semble assez cohérent et assez logique dans la construction. 2, un marché qui est quand même très très profond, en l'occurrence, avec un grand nombre d'émetteurs, un niveau sectoriel très large, on est bien sûr en Europe sur l'investissement du fonds, qui permet d'avoir une gestion qui est basée sur 2 piliers. Ces 2 piliers sont bien sûr la sélection des fonds et puis la gestion du delta, évidemment extrêmement intéressant, qui nous amène à avoir une performance tout à fait récurrente dans ce fonds, et surtout qui nous permet de tirer parti à la fois d'une période où les taux obligataires vont être relativement bas, on sait qu'ils vont rester bas normalement en fonction de ce qu'on vient de se dire sur les politiques budgétaires et sur les interventions des banques centrales, et de donc tirer parti de la partie action qui viendra apporter un peu de performance sur ce fonds, mais en retenant, c'est bien choisi, 50% de la hausse, mais que 30% de la baisse en fonction des évolutions de marché. Donc c'est plutôt, me semble-t-il, une classe d'actifs qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention sur 2021. Merci. Merci.